Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure en compagnie de notre chère Ambline. Comment allez-vous, ma chère? Bien, bonjour Olivier, bonjour à tous. Ici, c'est votre heure. Nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient pleines d'espoir ou plus difficiles. Notre vécu et votre vécu nous intéressent. L'anorexie touche près de 40 000 personnes en France, la boulimie 220 000 personnes et des troubles du comportement alimentaire, il en existe d'autres. L'hyperphagie qui est une suralimentation compulsive, le grignotage pathologique et l'orthorexie, l'obsession de manger sain, une maladie de plus en plus reconnue. Tous ces troubles traduisent un mal-être profond et ils touchent principalement des femmes. Comment vivent-elles leur maladie? Comment s'en défaire? Comment faire face lorsqu'un de ses proches en est atteint? Les troubles du comportement alimentaire, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages. Nous sommes là pour vous écouter. Vous n'hésitez pas à composer le 39 21, le standard d'Europe 1, 39 21, 50 centimes la minute. Vous nous laissez un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et vous êtes désormais plus de 1500 à nous suivre, 1500 membres dans ce groupe Facebook. Merci à tous de votre confiance. Merci. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Alexia sur l'antenne d'Europe 1 au 39 21. Bonjour Alexia, vous êtes notre première auditrice. Comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, je vous remercie. Vous avez 21 ans, Alexia. C'est ça? Ouais. Et vous avez déjà fait face à un lourd combat. Racontez-moi. Alors, je vais essayer d'être assez brève, mais pour synthétiser un peu mon parcours, je suis tombée dans l'anorexie mentale quand j'avais 12 ans. Alors, j'ai un parcours un peu chaotique puisque j'ai décidé quand je suis née, j'ai été harcelée à l'école, puis abusée sexuellement. Et c'est vrai que j'ai trouvé l'anorexie mentale comme moyen d'incarner et d'illustrer ma souffrance à travers mon corps. Des choses manger pour ne pas avoir à dire en fait les mots dont je souffrais. Et c'est vrai que j'ai compris vraiment l'anorexie comme un moyen d'expression. Du coup, quand j'ai eu 12 ans, je suis tombée à 28 kilos et puis... Je vous entends pas très bien. Je ne vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous décaler un petit peu, Alexia? Est-ce qu'il y a un endroit là où vous captez mieux? Vous allez m'expliquer par quoi se caractérisait cette anorexie? Alors d'abord, ça a effectivement commencé par à l'arrêt de manger, en fait, tout simplement, la diminution progressive de mon alimentation. Mais c'est vrai que c'est souvent ce que j'ai dit, c'est que j'ai été triste avant d'être maigre. Et en fait, c'est le problème dans l'anorexie, c'est qu'on focalise énormément sur l'alimentation, sur l'assiette, sur la nourriture, alors qu'en réalité, on aurait meilleur compte de s'attaquer aux causes profondes et aux malracines. C'est ce que vous appelez anorexie mentale, en fait, cette tristesse? Ouais, c'est pour ça que pour moi, c'est super important de focaliser sur la partie mentale et pas de se focaliser seulement sur l'assiette. C'est que la nourriture devient le symptôme et c'est ce sur quoi tout le monde se focalise, mais en réalité, c'est d'abord un problème dans la tête. Alors justement, comment a-t-elle été prise en charge, cette anorexie? Est-ce qu'on s'est occupé d'abord de l'assiette plutôt que de ce qu'il y avait dans votre tête, dans votre esprit? Ouais, exactement. Alors en fait, moi du coup, j'ai eu une prise en charge assez traditionnelle et qui est malheureusement rencontrée par beaucoup des jeunes femmes, bien qu'il y ait aussi des jeunes hommes qui en souffrent, à savoir la prise en charge hospitalière qui est basée sur beaucoup de chantage, puisqu'en fait, c'est lors de l'admission, en fait, on passe un contrat de poids. Donc un poids cible est fixé et en fait c'est un système de récompense. Donc c'est-à-dire que le chantage c'est tu reprends 1 kilo et puis tu auras le droit de voir ta maman pendant 15 minutes. Tu reprends 2 kilos et puis tu pourras sortir de l'unité dans laquelle tu étais enfermée à double tour pendant une demi-heure, etc. Et en fait le problème c'est que c'est comme un enfant à qui on dit travaille bien et tu auras des bonbons. Ouais, le jour où il n'y a plus de bonbons, il ne travaille plus. Et ben moi le jour où je suis sortie de l'hôpital parce que j'avais rempli le contrat de poids et que physiquement je semblais guérie, et ben en réalité, j'ai reperdu tout le poids que j'avais pris parce qu'on n'avait pas traité les causes profondes. Comme la liaison n'était pas très très bonne au début, Alexia, je vous demande de me préciser juste quelque chose. Cette anorexie, elle est arrivée juste après les événements douloureux que vous avez vécus? Ouais, exactement. Donc en fait, c'est quand j'avais 12 ans et c'est à ce moment-là où, je vous le disais, j'ai été abusée sexuellement. Et c'est vrai que j'ai vraiment considéré l'anorexie comme la façon
d'exprimer ce que je ne pouvais pas dire avec des mots. Donc mon corps est devenu l'illustration et l'interprétation de cette souffrance en fait. Le système médical donc était-il adapté et est-il adapté aujourd'hui lorsque il rencontre une jeune fille comme vous qui visiblement ne s'exprimait pas sur ce qu'elle avait vécu et qui vivait cette anorexie? Alors, mon discours n'a pas du tout pour vocation d'être en opposition au système médical, mais l'idée c'est vraiment pas seulement de souligner les problèmes, mais de pouvoir écrire des lignes qui permettent de les résoudre. En l'occurrence, c'est vrai que la prise en charge n'a pas du tout été adaptée puisque en fait on s'est vraiment attaqué seulement au physique. Alors après, je peux comprendre que quand il y a une urgence, quand on pèse vraiment pas suffisamment, l'objectif c'est de rétablir un poids de santé, mais c'est vrai que on n'a pas du tout fait un travail psychologique, etc. Et je pense que ça aurait été davantage pertinent. Si vous voulez, les médecins, ils ont un peu une tendance à nous dire qu'il faut d'abord traiter le corps et la tête suivra. Et moi, je pense que tout l'objectif, c'est justement d'avancer aussi bien sur le plan corporel que sur le plan mental, puisque si on reprend du poids, de toute façon, la tête ne suit. Je sais que moi, mentalement, je l'ai pas du tout accepté parce que j'avais fait aucun travail sur cette acceptation de reprise de poids. Et je pense que c'est très important de ne pas dissocier l'esprit du corps, en fait. Justement, comment avez-vous réussi à vous en sortir? Est-ce que ce travail, c'est vous qui l'avez fait dans la tête? Malheureusement. Alors, les conditions d'hospitalisation, c'est la rupture totale avec l'environnement familial, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de réseaux sociaux, pas de livres, rien du tout. Et en fait, dans ces conditions-là, qui peuvent être quand même assez drastiques et difficiles, moi, j'ai trouvé refuge en l'écriture, puisque du coup, tout ce à quoi j'avais le droit, c'était mes Moleskine et un stylo. Et donc, du coup, j'ai énormément écrit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis sortie de l'hôpital, à l'époque, c'était pas encore la mode de Facebook et d'Instagram, c'était la mode des skyblogs. Alors, du coup, j'ai écrit littéralement pendant 3 mois et lorsque je suis sortie de l'hôpital, j'ai retapuscrité à l'ordinateur tout ce que j'avais écrit à la main. Et c'est comme ça que j'ai fondé une première communauté de personnes qui traversaient des souffrances similaires aux miennes. Et c'était la première fois où en fait le fait que j'en parle de manière très libre et sans tabou, ça a permis aussi à toute la communauté que j'ai créée de pouvoir elle-même en parler, de pouvoir elle-même accepter leur maladie, parce que c'est ce que je dis toujours, le premier pas vers la guérison, c'est l'acceptation de la souffrance. Et c'est là que vous avez finalement lâché les mots que vous auriez dû lâcher lorsque vous auriez dû parler du traumatisme que vous aviez vécu. Vous avez lâché ces mots-là à la sortie de l'hôpital. Vous restez avec nous, Alexia. Dans un instant, nous serons avec Leslie. Elle a été atteinte d'orthorexie. Et on a Sandrine qui nous envoie un message sur Facebook qui écrit: à 14 ans, je pesais 30 kilos. 1 an après, 80 kilos. L'anorexie, la boulimie sont des pathologies cruelles qui nous marquent définitivement. Aujourd'hui, j'ai 37 ans, je suis dans le contrôle permanent. Elle nous dit, Sandrine, qu'elle a une ado surtout qui a tendance à forcir. Alors elle lui inculque l'équilibre alimentaire, mais finalement, ce qu'elle souhaite simplement, c'est qu'elle ne souffre pas comme elle à son âge. Et puis Sandrine ajoute: les troubles alimentaires sont irrémédiables, mais on peut malgré tout vivre avec. Europe 1. On parle des troubles alimentaires, troubles du comportement alimentaire cet après-midi. Vous en êtes atteint, l'un de vos proches peut-être, venez partager votre expérience au 39 21, 50 centimes la minute. Écrivez-nous également via le groupe de l'émission créé sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39 21 pour nous appeler. Nous discutons avec vous des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, orthorexie. Réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et nous avons eu Alexa au 39 21 qui nous expliquait qu'il est important de parler d'anorexie mentale, de lâcher ces mots. C'est une maladie psychologique et non physique. Et surtout, on peut s'en sortir. Alexia, on est la preuve vivante. Et nous sommes maintenant avec Leslie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Leslie. Bonjour. Quel âge avez-vous? J'ai 34 ans. Vous nous appelez d'où? De la région parisienne. Région parisienne. Alors vous avez souffert d'orthorexie. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? En fait, c'est le fait de vouloir absolument bien manger, de vouloir faire des repas parfaitement équilibrés, de vouloir manger sain. Mais le problème, c'est que des fois, en fait, il y a une dérive et du coup, on se retrouve à manger mal et à manger de façon dangereuse. Moi, je voulais faire du sport et perdre un petit peu de poids et je me suis retrouvée donc à manger 1200 calories par jour, ce qui est très très largement insuffisant. Et ça a eu des conséquences assez importantes sur ma santé. Comment s'est installée cette maladie? Elle est partie d'où? En fait, il y a eu un événement familial. J'avais déjà eu des problèmes d'anorexie. Ça faisait déjà plusieurs années que je souffrais régulièrement de différents troubles. J'ai été anorexique, j'ai été potomane, c'est le fait de boire beaucoup d'eau.
Ça avait déjà eu un impact important sur ma santé. Et voilà, cette fois-ci, c'était suite à des événements familiaux, mais au départ, comme Alexa, ça vient plutôt effectivement suite à des abus sexuels répétés dans mon adolescence. Voilà. Alors qu'avez-vous changé ? Que faisiez-vous lorsque vous avez débuté cette nouvelle manière de manger ? Je voulais manger absolument des protéines, des féculents et des légumes à chaque repas. Oui. Je voulais pas du tout manger de gras. En fait, j'ai exclu totalement le gras de mon alimentation. Et ça, c'est vraiment très dangereux parce qu'on a quand même besoin de gras pour manger. J'ai commencé à peser tout ce que je mangeais. Je pesais au gramme près le nombre de féculents. Dès que je voyais une assiette, en fait, je savais qu'est-ce qu'il y avait dedans au point de vue calorique, au point de vue qu'est-ce qu'il y avait dedans comme protéines, qu'est-ce qu'il y avait dedans comme sucre. Et j'avais perdu en fait toute capacité à manger naturellement. Est-ce que c'est devenu obsessionnel, cette manière de manger, de tout peser ? Je pouvais pas manger quelque chose qui correspondait pas à ce que je pensais être bon pour mon corps. Je pouvais pas manger au restaurant. Je devais tout cuisiner moi-même et ça prenait beaucoup de poids effectivement dans ma vie quotidienne. Vous vouliez tout contrôler en fait. Ouais, je voulais tout contrôler, mais en fait, à force de vouloir tout contrôler, on n'écoute plus son corps et on perd toute spontanéité dans la relation avec lui. Parce que notre corps, il nous dit en fait ce dont on a besoin finalement pour manger, si on sait l'écouter. Et à partir du moment où on contrôle tout, on fait des graves erreurs. Et moi, ça m'a quand même coûté pas mal au niveau de la santé. J'imagine que cela a eu des conséquences sur votre vie sociale aussi. Votre entourage a vu cette obsession ? En fait, on se cache. Moi, systématiquement, quand j'ai eu des troubles d'alimentation, on se cache. On dit non, je vais pas manger avec toi au kebab parce que j'ai déjà mangé. On se cache, on se déguise. Mais en fait, finalement, effectivement, c'est mon entourage qui m'a prévenu que ça allait pas. Parce que j'étais dans le déni. Pour moi, je mangeais bien. Il y avait pas de problème. Oui. Même si effectivement j'étais pas capable de tenir debout si je mangeais pas toutes les 4 heures parce que j'avais aucune réserve de graisse. Donc si j'étais en retard sur un repas, je m'effondrais. J'avais très froid aussi. Je supportais pas le froid. C'est à ce moment-là, en fait, lorsque vous me citez tous ces épisodes-là, que vous vous êtes rendu compte que tout cela n'était pas normal et que vous vous mettiez en danger. Je me rappelle encore de la discussion avec mes amis. Je les avais invités à manger. Et c'est plusieurs amis qui m'ont prévenu que ça allait pas, voilà. Et suite à ça, après, il m'a quand même fallu un petit peu de temps pour me sortir de tout ça. Et j'ai fait appel à une professionnelle, c'était une diététicienne. Ouais. J'étais étudiante à l'époque, c'était une diététicienne de l'université, c'était gratuit. Et à partir de là, j'ai pu reprendre un petit peu pied vis-à-vis de à ce niveau-là, quoi. Vous pensez être guéri aujourd'hui ? Après, j'ai d'autres troubles. Je suis suivie pour un trouble de stress post-traumatique complexe. Oui. Mais par contre, ça fait quand même maintenant 7 ans que j'ai pas eu de problème avec l'alimentation. D'accord. Leslie, restez en ligne avec nous. Nous allons continuer la conversation. Nous avons toujours Alexia avec nous et nous allons accueillir Nicolas Sahuc, diététicien spécialisé dans les troubles alimentaires et de l'obésité. Et Nabila nous écrit sur Facebook, le trouble du comportement alimentaire est un trouble de l'expression. Il touche des personnes qui n'expriment pas leur mal-être, soit parce qu'elles veulent se montrer fortes, soit parce que l'entourage n'est pas assez présent. C'est un trouble cruel, car vécu comme honteux, culpabilisant, il détruit l'estime de soi, génère un cercle vicieux. Là, on mange pour trouver du réconfort et puis finalement, ce réconfort n'arrive jamais. Europe 1. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Leslie qu'on vient d'entendre de Nabila sur Facebook. Venez témoigner au 39 21, 50 centimes la minute. Vous avez un besoin obsessionnel de vous nourrir de manière diététique. Vous mangez de manière compulsive. Vous nous écrivez également sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Quand se nourrir devient une souffrance, nous parlons avec vous des troubles du comportement alimentaire. Venez échanger avec nous le 39 21 pour nous appeler. Nous vous lisons via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous sommes maintenant en ligne avec Nicolas Sahuc, qui est diététicien spécialisé dans les troubles alimentaires. Bonjour. Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. D'abord, ma première question, comment naissent ces troubles du comportement alimentaire ?
Alors c'est plutôt une question de temps d'abord, parce qu'on va distinguer les troubles alimentaires en fonction de l'apparition. Soit on peut les avoir chez les filles avant la puberté, soit on peut les avoir après la puberté. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, l'anorexie mentale apparaît plutôt aux alentours de 9-13 ans. Quant à la boulimie, les troubles apparaîtraient un peu plus tardivement, un peu plus entre 15 et 20 ans. D'accord. Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est atteint de ces troubles ? Alors, les signes, je dirais qu'ils sont assez simples concernant l'anorexie mentale, puisque l'arrêt de la prise alimentaire engendre directement un état de dénutrition. Donc, le corps va perdre énormément de poids. Donc ça va se voir assez rapidement. Je dirais que la population qui est à risque, et vous l'avez très bien dit au départ de l'émission en citant le chiffre de 220 000 patientes atteintes de boulimie, est plus problématique parce que ce sont la plupart du temps des jeunes personnes qui n'ont pas de problème de poids apparent. Oui. Donc c'est une population qui est un peu masquée, et comme il y a des stratégies de compensation de la prise de poids après avoir trop mangé, par des vomissements par exemple, oui. Ben, c'est une population qui ne va jamais avoir d'excédent de poids, donc ça va être difficile de les déceler. Et les deux jeunes témoignages l'ont très bien dit, c'est une maladie qui a ce caractère honteux, cette difficulté d'avouer à d'autres personnes ou même à son médecin qui peut passer à côté du diagnostic. Personne ne va parler qu'on mange des quantités énormes de nourriture tous les soirs et qu'il y a un vomissement après. Donc le caractère honteux fait que ce trouble apparaît un peu plus tardivement dans le terme de diagnostic, si vous voulez. Et Alexia faisait justement allusion au fait de ne pas parler, de ne pas avoir dit, de ne pas avoir expliqué d'où ça venait. Que faire dans ces cas-là, en fait ? Déjà, rencontrer des professionnels, ça c'est important. Alors, Alexia l'a très bien dit, c'est qu'il y a plusieurs temps dans la maladie, il y a plusieurs moments dans lesquels vous allez pouvoir parler en fait que de la préoccupation du poids et de l'image du corps, aussi bien que de l'alimentation. Les patientes comme les professionnels s'en occupent énormément. Et puis il y a un temps aussi psychique où là vous allez parler de tout ce que vous avez vécu. Et je crois qu'il faut respecter la temporalité aussi des patients, tout en mesurant les degrés d'urgence, puisque malheureusement dans l'anorexie mentale, nous avons des situations cliniques où l'indice de masse corporelle, vous savez, c'est ce petit calcul où on met le poids divisé par la taille au carré. Lorsqu'il devient trop bas, nous sommes dans une situation à risque de mortalité et nous sommes obligés d'hospitaliser. Et dans l'autre cas, la boulimie, on a des fuites de potassium avec des vomissements qui entraînent des troubles du rythme cardiaque. Donc là aussi, il y a une urgence. Ça peut arriver à tout âge ? Alors ça arrive à tous les âges. Bien souvent, ce sont des pathologies qui sont maltraitées au départ et qui vont rester un peu dormantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes touché par un trouble alimentaire, lorsque vous avez un rapport à votre image du corps ou lorsque votre poids vous obsessionne, vous allez avoir un rapport à l'alimentation qui va se modifier. Et je dis toujours, on ne revient jamais à un état d'ignorance. Donc votre alimentation restera toujours marquée par quelque chose. La seule différence avec les soins, vous allez pouvoir mieux vivre avec, prendre de la distance et moins être préoccupé par votre image du corps, par le poids, et parler de tout ce que vous avez pu vivre de manière traumatique. Alors on sait que notre société est très exigeante avec le corps, avec l'image. Alors est-ce qu'il y a de plus en plus de malades par rapport à cette exigence de l'image ? Alors, j'ai un biais de consultation en tant que spécialiste. Donc, beaucoup de gens s'interrogent sur leur rapport à l'alimentation. Je crois qu'il faut entendre dans un trouble alimentaire la notion de la souffrance et du handicap de vie. C'est-à-dire que être occupé ou préoccupé par la nourriture saine ou avoir une nourriture éthique et politique aujourd'hui, c'est de bon ton à mon sens. Maintenant, lorsque vous passez votre temps complet à ça, lorsque vous vous pesez plusieurs fois par jour, lorsque vous vous scrutez dans le miroir, lorsque vous avez peur des chiffres, lorsque vous avez peur d'une invitation, vous voyez, lorsque votre qualité de vie est complètement altérée, là on est plus dans ce trouble alimentaire. Et il y a Marie qui nous pose une question sur Twitter qui nous dit quel serait l'impact des réseaux sociaux sur les troubles alimentaires aujourd'hui ? Est-ce que le fait d'Instagrammer, de partager les photos, est-ce que ça a une influence sur nos comportements alimentaires ? Bien sûr que ça a une influence, principalement, je vous dirais plutôt par l'attitude moralisatrice qu'on a derrière ces pratiques, c'est-à-dire que vous avez une double injonction aujourd'hui. Vous avez une injonction morale, on vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux Internet, et tout en vous montrant des images de corps parfaits. Donc vous ouvrez ces réseaux, vous êtes bombardé d'images, vous êtes bombardé d'injonctions, et lorsque vous êtes jeune, un peu en difficulté, en recherche d'identité ou autre, vous subissez l'impact de
ce qu'on appelle les influenceurs. Et aujourd'hui, c'est pas encore assez étudié, mais je pense qu'on a quelque chose de très problématique qui se profile. Nicolas, vous restez en ligne avec nous sur Europe 1. Nous allons continuer de discuter de ce problème de comportement alimentaire avec Alexia, qui a été atteinte d'anorexie mentale. Europe 1. Vous êtes anorexique, boulimique, touché par un trouble du comportement alimentaire. Venez témoigner à l'antenne d'Europe 1 le 3921. Vous pouvez aussi nous écrire, poser vos questions sur Twitter comme Marie avec le hashtag Europe 1. À tout de suite. Europe 1. Jusqu'à 16h, vous composez le 3921 pour nous appeler, pour venir échanger avec Olivier Delacroix. Nous continuons d'évoquer les troubles du comportement alimentaire sur Europe 1. Auparavant, on écoute Renan Luce avec Les Voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. Les Voisines de Renan Luce sur Europe 1. Votre poids est devenu une obsession ou vous absorbez de manière compulsive de grandes quantités de nourriture? Nous parlons des troubles du comportement alimentaire. Venez nous raconter votre expérience de vie au 39 21, 50 centimes la minute. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous sommes toujours en ligne avec Nicolas Sahuc, diététicien spécialisé dans les troubles alimentaires. Ma question aussi, ça m'étonnait, mais pourtant, beaucoup plus de femmes sont atteintes par ces troubles. Nicolas, expliquez-moi pourquoi. Comme on l'a dit à l'instant, la pression sur l'image des corps est plus marquée chez les jeunes filles. Aujourd'hui, on a quand même un ratio qui est en train d'un peu s'équilibrer. Les hommes commencent à avoir des soucis d'un point de vue trouble alimentaire parce qu'ils sont eux aussi préoccupés par l'image du corps. Ils reçoivent là aussi beaucoup d'images. Oui. Et on voit apparaître des troubles. Alors peut-être qu'il y a quand même une frange de population qui est moins dépistée, qu'on retrouve principalement dans la pratique sportive, où vous avez quelque chose entre le rapport à la performance, au poids, à l'alimentation performante, qui permet d'avoir une optimisation du corps. Oui. Et je pense qu'on peut trouver pas mal de troubles alimentaires dans cette population, mais qui est moins étudiée pour l'instant. On va accueillir maintenant Sandrine qui a 53 ans et dont le fils de 15 ans est atteint d'anorexie depuis 2 ans. Bonjour Sandrine. Bonjour, donc je m'appelle Sandrine, j'ai un fils qui a 15 ans et demi et qui en est sorti. Voilà, donc pour remettre la situation, donc il y a 2 ans, en mars 2016, il est allé en classe de neige. Et en revenant de la classe de neige, il avait eu pendant cette classe de neige une petite amourette. Il s'était aussi comparé avec ses copains. Il y en a qui se trouvaient gros, moins gros, etc. Donc, à savoir que Valentin est né au Guatemala. Donc, c'est un enfant que nous avons adopté qui est arrivé dans notre famille. Il avait 10 mois et demi. Donc, il avait une morphologie. Donc, il n'était pas gros, mais bien membré, bien costaud. Et donc il n'y avait eu aucun souci. Donc on est aussi donc un couple de parents séparés. Donc quand il avait 5 ans et demi, malgré tout ça, il faisait une scolarité sans problème, premier de classe, etc. Et après donc en mars 2016, après cette classe de neige, il a commencé à me dire maman, je suis triste, il mangeait moins. Donc j'ai mis ça sur le côté, premier petit chagrin de cœur, etc. Et finalement, je résume, donc pour se retrouver au mois de juin hospitalisé en urgence, donc à Jeanne de Flandre à Lille, Valentin avait perdu 10 kilos en 2 mois et demi. Donc il avait mis tout son corps en veille. Il était descendu, en fait il mourait, il se refroidissait, il avait mis ses battements cardiaques à 34 et en sachant qu'à 30 c'était l'arrêt cardiaque. Justement, j'ai envie de me retourner vers Nicolas. Est-ce que ce sont des signes que vous rencontrez régulièrement, ça, ce manque de confiance, cette perte de confiance chez ces ados et qui les mène à l'anorexie? Bien sûr, on est en interaction avec les autres, donc on est sensible à tout ce qui se passe et on va vivre des émotions qui vont être plus ou moins fortes. Dans le cas de Valentin, elle explique bien cette relation qu'il avait avec cette jeune fille et qui, d'un seul coup, est venue s'arrêter et qui a créé une rupture. On rencontre aussi dans les troubles alimentaires beaucoup de situations qui démarrent avec des périodes de rupture. Alors que ce soit, par exemple, le frère ou la sœur qui quitte la famille, un membre de la famille qui part, les étapes de deuil, la meilleure amie ou le meilleur ami qui là aussi va s'envoler, finalement, on va avoir des ruptures et ces ruptures, vous savez, nous affectent énormément. Sandrine, vous avez senti tout de suite qu'il se passait quelque chose d'anormal ou ça a pris un certain temps avant que vous en preniez conscience? J'ai constaté 1 mois après, parce que Valentin avait un bon coup de fourchette et il mangeait quasiment plus, voire plus.
Il était triste. Et il s'isolait, donc bon, c'est vrai que c'est un enfant unique, mais il s'isolait encore plus. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de grave qui arrivait. Maintenant, c'est quand il a été hospitalisé que là, il avait été, un psychiatre est venu nous parler, et a dit, Valentin s'est senti trop gros, a voulu faire un régime et est tombé dans l'anorexie. Comment s'en est-il sorti en fait ? Comment s'en est-il sorti ? Alors ça a duré plusieurs mois, il n'est pas jusqu'au mois de novembre. Et là, quand je suis rentrée de travail, en fait, j'ai entendu hurler. Il commençait à rentrer dans la boulimie. D'accord. Ça donc s'est transformé. L'anorexie à ne plus manger, ça a duré 6 mois. Oui. Ou là, avec des tocs, il fallait qu'il mange à 6h, 12h, 19h. S'il y avait une seconde qui se passait, c'était une crise qui arrivait. Après, il mangeait, se culpabilisait d'avoir mangé. Donc là, moi, en novembre, je me suis arrêtée de travailler pour être avec lui. Lui qui aimait l'école, ça a aussi engendré une phobie scolaire. Nicolas, quelle est la meilleure réaction qu'un proche, comme Véronique, puisse avoir face à son enfant qui présente des troubles du comportement alimentaire ? Alors déjà, ne pas focaliser sur le poids, ne pas focaliser sur l'assiette pendant les repas et dégager du temps pour discuter avec lui. Ne pas affronter la problématique de manière frontale, de consulter le plus rapidement un médecin qui va vous mettre en relation avec des équipes de soins spécialisées. Et surtout ce qu'il faut comprendre, et c'est un message qu'il faut faire passer, c'est que plus vous agissez vite, plus vous entrez dans un réseau de soins, plus vous avez un temps dans la maladie qui va être relativement court. Malheureusement, comme on l'a dit, c'est une maladie qui a un caractère honteux, donc les gens mettent beaucoup de temps à entrer dans les soins, et plus vous tardez à rentrer dans les soins, plus ça devient long pour s'en sortir. Et ça, c'est le message important. Dès que ça commence à bouger dans le côté négatif, il mange moins, il est préoccupé par son poids, il entame un régime, il y a une perte de poids rapide, il faut agir assez vite. D'accord, il faut agir assez vite, en tout cas être très attentif à son enfant et à son comportement. Mille merci Sandrine et Nicolas pour vos témoignages. Nous allons accueillir dans quelques instants Marie qui, elle, est atteinte de troubles alimentaires, notamment de boulimie depuis l'âge de 7 ans. Et Aline nous écrit sur Facebook, depuis ma plus tendre enfance, je mange peu, par habitude, sans plaisir. Après un divorce, Aline nous raconte que pendant plus d'1 an, elle ne pouvait plus rien avaler, bouleversement total, plus de repères. J'ai perdu beaucoup de poids, ma vie était en danger, ensuite hospitalisation. Aujourd'hui, Aline essaie de manger, mais mettre des aliments dans sa bouche, c'est encore très compliqué. Europe 1. On parle des troubles du comportement alimentaire. Cet après-midi, vous en souffrez, vous assistez impuissant à la détresse de l'un de vos proches. Venez nous raconter votre histoire, on vous attend au 39 21. Vous écoutez, vous échangez avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h, 39-21 pour nous appeler via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Nous parlons aujourd'hui des troubles du comportement alimentaire. Et nous accueillons Marie, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 au 39-21. Marie, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, Olivier, et vous ? Eh bien écoutez, tout va bien. Quel âge avez-vous, Marie ? J'ai 50 ans maintenant. Vous avez 50 ans. Alors, à l'âge de 7 ans, un médecin vous a diagnostiqué en surpoids. Et alors, oui. À partir de ce moment-là, votre rapport à la nourriture a totalement changé. Racontez-moi ça. Totalement. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on m'a indiqué que voilà, j'étais donc en surpoids. Et donc, on a fait en sorte que je puisse perdre du poids. Tous les moyens étaient bons, en fait, que ce soit l'homéopathie, le pendule, enfin, tout a été bon pour essayer de perdre du poids, quoi. Et ça a créé une vraie psychose chez moi et un vrai manque, en fait. Et de devoir manger différemment que mes frères et sœurs, parce que moi, on disait que j'étais en surpoids, a fait que, au fur et à mesure des années avec l'adolescence, voilà, c'est devenu vraiment une addiction. La nourriture est devenue une addiction, quoi. Alors, la nourriture est devenue une addiction. Je dirais la manière de manger aussi est plutôt devenue une addiction, non ? Parce que vous avez enchaîné plusieurs manières de manger. Vous avez tenté pas mal de choses, me semble-t-il. Bien sûr, j'ai été ensuite je suis devenue anorexique, ouais. puis boulimique, et donc voilà, ça s'est enchaîné. Donc j'ai rencontré des médecins, bien évidemment, qui ne cherchaient qu'à une chose, c'est de me faire perdre du poids. Comme disait Alexia, je crois au début, où elle disait qu'on ne traitait pas du tout le côté psychologique, et là absolument pas. On a cherché à traiter ça. Et donc en fait, c'est un médecin traitant. J'avais changé de médecin traitant en déménageant, et du coup c'est ce médecin traitant-là, en me faisant passer des prises de sang, qui a vu que mon taux de potassium était très bas. D'accord. Et là, c'est là qu'on a trouvé ce que vous aviez vraiment ?
Ben, c'est là que, en fait, il a appuyé là où ça faisait mal et où il a détecté ma boulimie, lorsque personne s'en était aperçu. Et C'est là, le seul à s'en être aperçu. Et là, vous aviez quel âge à peu près? Puisque ce n'est qu'à l'âge de 40 ans que vous avez commencé à aller mieux. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que À peu près. D'accord. 38 ans, 2 ans auparavant, quoi. Et le fait qu'il ait pu justement appuyer là-dessus, ça m'a permis de parler tout à fait librement. C'est un médecin qui ne focalisait pas justement sur mon poids et qui n'a jamais focalisé là-dessus. La seule chose qu'il m'a su dire, c'est restez en bonne santé. Faites attention à vous. Et donc là, ça m'a permis justement, ça a ouvert la parole et j'ai pu discuter avec lui et lui raconter tout le parcours que j'ai eu, les hospitalisations parce que j'avais trop de poids, tous les nutritionnistes que j'avais pu voir où ça a été des échecs total, où je perdais 10 kilos et j'en reprenais 15. Alexia tout à l'heure faisait référence justement au fait qu'on devrait s'intéresser d'abord à l'aspect psychologique des choses. Vous êtes du même avis. On ne tient pas assez compte de cet aspect psychologique. Est-ce que finalement cet aspect psychologique, il était lié à tous ces changements, tout ce qu'on vous prédisait, c'est-à-dire arrêter de manger comme ça, manger autrement. Est-ce que finalement c'est ça qui a créé le déséquilibre? Ah bah bien sûr, parce que au bout d'un moment, je finissais par ne plus savoir comment manger. Et puis pour moi, la nourriture était devenue une drogue en fait. C'est-à-dire que j'avais appris à gérer mes émotions aussi avec la nourriture, quoi. Pour moi, j'étais au même titre qu'un alcoolique, exactement de la même façon. Et même encore maintenant, je dirais que je suis sortie de rien du tout. Je me suis apaisée. J'ai réussi à m'apaiser tout en parlant avec mon médecin traitant. J'ai réussi à m'apaiser, mais je sais que par moment, ça m'arrive de replonger et de replonger dans la nourriture et de vouloir me faire vomir après. Et donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, vos vieux démons réapparaissent encore? Par moment. Sous quelle forme? Sous quelle forme? Parce que vous paraissez quand même apaisé dans votre discours. Ouais, mais ça reste en fait. Je vous dis, c'est comme un alcoolique en fait. Qui a le souvenir de l'alcool et qui va boire une gorgée, le cerveau va s'en souvenir et il va avoir encore envie de boire. Et ben moi, c'est de la même façon, en fait. C'est la même chose. Il suffit que dans ma vie personnelle, j'ai un problème dans ma vie professionnelle. Oui. Et voilà, ça va m'attirer forcément vers l'alimentation et la suralimentation. Merci Marie pour votre témoignage. Nous serons bientôt en ligne avec Linda, la maman d'une petite fille anorexique depuis plusieurs années. Oui, alors on entend beaucoup vos témoignages. Vous êtes atteint de troubles du comportement alimentaire et vous êtes aussi témoin de vos proches. Il y a de la détresse de vos proches. Sur Twitter, sur le hashtag Europe 1, il y a Plume qui nous écrit « Une amie souffre d'anorexie. Elle est dans le déni total, refuse toute aide. Elle ne me parle plus ou alors pour me faire des reproches en tant qu'aidant. C'est aussi très difficile. » Europe 1. Vous êtes atteint d'un trouble du comportement alimentaire qui met votre santé en danger. Vous êtes témoin peut-être. Venez en discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1 le 39 21. Tout de suite. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des troubles du comportement alimentaire, l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie boulimique. Vous témoignez au 39 21. Vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Voici Ed Sheeran avec Happier. Happier you do. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Ed Sheeran sur Europe 1 avec Happier. Vous souffrez d'un trouble du comportement alimentaire, manger devient compulsif, l'ultra-maigreur devient l'objectif. Olivier Delacroix vous écoute sur Europe 1. Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Linda qui nous appelle en direct de New York et qui est la maman d'une grande petite fille, puisque j'ai fait une légère confusion, oui, une fille qui a 23 ans. Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour, merci. Merci à vous de nous appeler de si loin. Dites donc, c'est génial. Quelle heure est-il chez vous ? Là, chez moi, il est à peu près 9h45. D'accord, très bien. Alors, voilà. 9h de plus ou de moins ? De moins. De moins, hein. Il est plutôt le matin. 9h du matin. D'accord. Du matin. Ouais. D'accord. Alors, Linda, votre fille est atteinte d'anorexie depuis plusieurs années. Quand avez-vous commencé à vous en rendre compte ?
Alors moi, étant donné que ma fille était danseuse semi-professionnelle à Manhattan, c'est une des professeurs qui s'est approchée de moi, qui est venue me dire comme quoi elle pensait qu'elle était atteinte d'anorexie. Donc dans le monde de la danse, effectivement, ce mot fait peur. Oui. Parents, on ne connaît pas trop bien la cause, on ne sait pas ce que c'est parce qu'elle se cache tout le temps et toutes les filles de la danse sont assez minces déjà. Donc elle avait à peu près 13 ans. Donc déjà, elle ne mangeait pratiquement plus rien, mais elle se cachait en dessous d'aliments assez larges, donc on ne voit pas vraiment si elles sont minces par nature ou si elles se restreignent, c'est-à-dire elles arrêtent carrément de manger. Et vous, en tant que parent, Linda, est-ce que vous pensez avoir été dans une sorte de déni lié à la danse, lié à cette compétition? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question? Je crois qu'on a très peur. Moi, je ne me suis jamais réellement posé la question parce que je pensais qu'elle était mince naturellement. Mais je crois que l'anorexie ou la boulimie ou toutes les maladies de comportement alimentaire font peur parce qu'on sait très bien qu'une fois elles sont atteintes par l'anorexie, elles doivent s'arrêter de danser. C'est impossible de continuer. Donc après, c'était la bataille, en fin de compte, de savoir et de trouver des thérapeutes qui peuvent l'aider. C'est d'ailleurs votre fille elle-même qui ensuite a dit au système médical « Je suis anorexique, vous ne voyez pas, vous ne vous rendez pas compte ?» Absolument. Je l'ai amenée à plusieurs thérapeutes, même à ces pédiatres qui ne connaissent pas, ils n'étudient pas ce comportement. Ce n'était pas dans les études il y a à peu près 15-20 ans. Donc, je l'ai amenée chez un psy, un thérapeute en fait. Et il lui disait, je crois qu'elle est obsessionnelle, je crois qu'elle est sick. Et Rebecca lui a dit non, j'ai un problème, je suis anorexique. Plusieurs fois. Oui. C'est la vérité. Ouais, là, ça a été la vérité. Et là, on a commencé à se battre et l'amener à un centre qui est assez connu à New York, le premier centre d'anorexie. Et ça s'appelle Run Through, en fait. Un très bon centre, mais c'est pas un seul centre qui suffisait. Ça fait son 7e centre actuellement. Et comment elle et vous avez vécu cet enchaînement de centres? Comment vous... C'est-à-dire le centre, c'est-à-dire de l'amener vers le centre. Oui, et puis de l'amener vers le centre, et puis ensuite d'enchaîner ces instituts dont vous me parlez. Très difficile, parce qu'en fin de compte, le monde du comportement alimentaire est très méconnu. Les gens, ils ont un fort jugement en pensant que parce qu'on est mince, on est anorexique, ou parce qu'on est gros, on est boulimique, et ça n'a absolument rien à voir avec ça. Mais de les amener dans les centres, c'est là où vous voyez la souffrance de ces enfants. Vraiment, fille et garçon, parce que ça touche dans les deux, mais une telle souffrance qu'on ne peut pas imaginer. Et en tant que mère, justement, comment fait-on face à une telle souffrance? Eh ben, on apprend. J'ai appris. Ça fait 10-15 ans que j'apprends comment me comporter vis-à-vis d'elle, ne pas juger. Ils sont en isolement quand ils sont atteints par ces problèmes-là. Ils s'isolent, mais complètement. Donc, quand un enfant s'isole, ne veut plus sortir, vous comprenez qu'il y a un problème. Elle a été obligée d'arrêter la danse, ou elle n'a pas pu continuer la danse. Est-ce que cette anorexie, elle est née là, dans ce milieu de la danse? Elle est née, c'est-à-dire elle est tombée dans la danse à l'âge de 6 ans, 7 ans, mais apparemment par des thérapies qu'on avait, qu'on a soulevées, c'est avéré qu'apparemment même à l'âge de 5-6 ans, elle mesurait déjà ses joues, et je l'ai raconté, elle mesurait ses joues avec ses jambes. Elle voulait pas avoir ses jambes plus gros que sa tête. Et c'était un engrenage où elle cachait elle cachait les gâteaux dans sa chambre, etc. Donc en fin de compte, elle se cachait déjà pour manger. Elle savait qu'elle avait un problème, mais à cet âge-là, on a du mal à expliquer. Je veux dire, un enfant ne peut pas expliquer pourquoi, sur une fête de Halloween où on nous donne des bonbons, qu'elle, c'était la seule à les manger, elle les recrachait par rapport à ses copines. Comment s'appelle-t-elle? Alors, Rebecca. Où en est-elle aujourd'hui? Alors là, donc, une fois qu'elle est passée à l'anorexie,
où elle a commencé à avoir ce besoin de manger de nouveau. Elle a compris, mais elle est passée à la boulimie, sans en étant prendre des kilos, etc. Elle est toujours la même proportion, mais elle est devenue boulimique et elle se faisait vomir. Donc ça, c'est, en fin de compte, la boulimie, c'est même pire que l'anorexie, et les gens ne le savent pas. Et finalement difficile de sortir de l'anorexie, parce que ça a été dit plusieurs fois, anorexie, et puis ensuite stop, et on enchaînait sur la boulimie. Mille merci Linda pour votre témoignage. Merci aussi à Alexia, Leslie, Sandrine, Nicolas, Marie de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission qui passe décidément très vite grâce à vous. Nous avons appris que les troubles du comportement alimentaire sont une maladie avant tout mentale, psychologique. C'est une maladie complexe, dévastatrice pour celui qui en est atteint, mais aussi pour la famille, l'entourage. On l'a entendu à travers vos témoignages, il ne faut pas juger, mais écouter, essayer de comprendre et d'entendre la souffrance. Comme nous l'avons vu avec Alexia, une fois guéri, on peut faire une force de ce que l'on a vécu. Il faut aussi réussir à en parler autour de soi et à ne pas le cacher. Vous pouvez continuer bien évidemment à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Oui, notamment via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes désormais plus de 1500 membres. Merci de votre confiance. Merci pour tous vos messages et vos témoignages.